je ne peux jamais me réjouir du malheur d'autrui. Et je suis bien placé pour vous le dire, chers amis. Il y a ce que nous tous, nous avons appris à l'école ensemble. Et puis il y a ce que chacun a vécu comme expérience, qui est cette richesse-là qu'il a en lui, du seul. J'ai fait 14 mois, couché, là, à terre comme ça, nu, dans une cellule de prison, où je n'avais même pas de serviette pour m'essuyer. 14 mois. Et lui, s'en est réjoui. Hein. Oui, ça c'est lui. Ça c'est pas moi. Ensuite, je suis venu à la CPI. Et tout ce qui a été fait comme communication autour, auprès de mes enfants, auprès de ma femme, auprès de ma famille, auprès de tous mes amis, c'est que Blé Goudé est parti pour ne plus jamais revenir en Côte d'Ivoire. Ça n'est terminé pour lui. C'est ce qu'on appelle la mort. La prison, c'est la photocopie de la mort. Et les faits ont parlé à ma faveur, le droit a parlé à ma faveur, et je suis revenu de là. De l'enfer, je suis revenu. Et on tente encore de me créer un autre enfer. Avec la condamnation en Côte d'Ivoire à 20 ans, à 10 ans de privation de mes libertés. On a même tenté de me priver de mes droits parentaux. De cet enfer-là encore, je vous le dis, je reviendrai. Maintenant, qu'est-ce que je fais de cette expérience-là? Soit elle me rend haineux, soit je m'en sers comme élément pour aller vers mes frères ivoiriens pour leur dire, faisons en sorte que plus jamais cela n'arrive à un autre Ivoirien. C'est dans cet état d'esprit-là que moi je suis. C'est pourquoi je ne me réjouis pas de ce qui arrive à Guillaume. Moi je souhaite qu'on tourne toute cette page-là et qu'on puisse libérer les Ivoiriens. Qu'on puisse éviter de les mettre dans une peur permanente, sous pression permanente. Et pourtant, c'est le choix que le gouvernement ivoirien semble avoir fait. C'est la responsabilité du chef de l'État, c'est vrai, de protéger les Ivoiriens, donc je ne me prononcerai pas sur ça, parce que je n'en sais rien du tout. Le coup d'État que Guillaume Soro est censé avoir voulu faire, ça, je n'en sais rien du tout, donc je ne me prononce pas là-dessus. Mais pour le reste, moi je demande au chef d'État ivoirien de faire en sorte qu'on puisse sortir de cette pression permanente-là. Parlant des 1,5 milliard de blanchiment, moi j'ai un problème avec tout ça. J'ai fait seulement un constat. Et vous êtes là, vous allez me dire. Guillaume Soro était ministre de la Défense du président Alassane Ouattara. N'est-ce pas? Oui. De 2011 jusqu'à ce qu'il soit désigné à la tête de notre Parlement. Il a cumulé les postes de ministre de la Défense, mais en même temps de Premier ministre. Après, il est président de notre Parlement. Et depuis un moment, il est en désaccord avec le régime qu'il avait lui-même aidé à installer au pouvoir, par les armes. Depuis le mois de décembre, donc le 23 décembre, il est accusé d'avoir détourné 1,5 milliard à travers un achat de maisons en 2008. Avant lui, Akossi Benjo, ancien maire du Plateau, qui dès qu'il refuse de rentrer au RHDP est accusé en tant que maire d'avoir détourné de l'argent, des milliards. Et précise que Akossi Benjo était maire sous Babo Laurent, sous Ouattara aussi. Et jusque-là, il n'avait pas détourné d'argent. Dès l'instant où il a décidé de rester PDCRDA et de ne pas être membre du RHDP, il détourne de l'argent. Jean-Luc Billon, membre du gouvernement Ouattara depuis 2011,
il décide de ne pas rentrer au RHDP, qu'on vient lui faire un redressement fiscal. On l'accuse d'avoir fait une fraude fiscale. Mon problème est le suivant. Pour ne citer que ces 3 cas-là. Est-ce à dire que tous nos gouvernants, eux tous, sont des gens qui sont des potentiels, j'allais dire, détourneurs de fonds, mais qui restent membres du RHDP de peur, eux aussi, qu'on vienne révéler qu'ils ont détourné tous ces fonds-là. Je précise que M. Adama Butogo a été démis de ses fonctions de ministre de l'intégration africaine, je crois, en 2012, quelque chose comme ça, parce qu'il est accusé d'avoir détourné les fonds des déchets toxiques. C'était sur fond de scandales financiers qu'il a été démis de ses fonctions. Et depuis, aucune procédure contre lui. Parce que c'est ça aussi le revers de cette situation, de ceux qui sont poursuivis par la justice ivoirienne. Et de l'autre côté, quelqu'un qui a été évincé parce que accusé par les victimes eux-mêmes. Ça, c'est pas le gouvernement qui l'accusait, c'était les victimes qui l'accusaient. Et donc, suite à la pression, il a été démis de ses fonctions de ministre. Mais aucune procédure contre lui. Il est libre. Au contraire, il est très actif au RHDP. Est-ce pour être protégé qu'il est membre du RHDP? Ou est-ce parce qu'il est membre du RHDP qu'on ne peut rien contre lui? Dans quelle société sommes-nous? Moi, c'est la question que je pose. À partir de quand le gouvernement ivoirien s'est-il rendu compte, ou le procureur de la Côte d'Ivoire s'est-il rendu compte que Guillaume Soro a détourné 1,5 milliard? C'est la question que je pose. Pourquoi maintenant? À partir de quand M. Jean-Louis Billon n'a-t-il pas payé ses impôts? À partir de quand M. Akossi Bengo avait-il détourné cette somme colossale? C'est autant de questions que nous devons nous poser. Pour le reste, moi, je ne me réjouis pas du malheur de qui que ce soit. Moi, je souhaite qu'on tourne cette page-là et puis qu'on passe à autre chose. Pour finir avec Guillaume Soro, M. Oro m'a demandé... Beaucoup de supputations ont été entendues sur les conditions de votre sortie d'Abidjan durant la crise post-électorale. Il a été même annoncé que c'est par le biais de Guillaume Soro et de certains de ses comzones, principalement Feu Ouattao, que vous avez quitté Abidjan. Depuis lors, on ne vous a jamais entendu sur la question. Bien, merci. On ne m'a pas entendu sur cette question-là. Parce que d'abord, j'étais en prison. Donc je n'avais pas la possibilité de m'exprimer là-dessus. Vous aviez l'occasion de le dire, puisque vous avez écrit un livre sur ce sujet, mais vous n'avez pas évoqué ce sujet. Si. Je vous invite à lire encore de l'enfer, j'y reviendrai. Et ma sortie d'Abidjan, c'est le titre du chapitre. Et vous vous rendrez compte que j'ai évoqué cette question-là. D'abord, moi je n'aime pas les intrigues inutiles. Est-ce que chaque cadre probabo, face aux menaces des bombes des nouveaux tenants du pouvoir en 2011, n'a-t-il pas cherché à protéger sa vie et la vie de sa famille en quittant la Côte d'Ivoire vers le Ghana voisin? C'est un mouvement d'ensemble. Hein. Ce n'est pas un mouvement de blé goudé de manière singulière. Et ça aussi, on ne le dit pas assez. Un jour, quelqu'un qui était très agité par cette question-là, était en train de pleurer sur son sort pour me dire que voilà, il est passé par tel chemin et il a pris une pirogue, tout. Et je lui ai dit, frère, peut-être qu'on n'a pas pris la pirogue là le même jour. Sinon, c'est la même pirogue là, on a emprunté nous tous.
Je lui ai dit ça. J'ai dit peut-être que c'est la même pirogue là qu'on a empruntée nous tous, mais peut-être pas le même jour. Et je lui ai dit, mais toi tu es reparti à Abidjan, non? Il dit oui. Il dit bon. En ce moment tu vis à Abidjan? Il dit oui. Il dit et moi je suis où? Je suis à La Haye, face à un système international. Et malgré le fait que je suis ici, on vous laisse même à Abidjan encore, et on vient encore me trouver à La Haye, dans une prison, pour m'emprisonner dans une prison. Ça veut dire qu'on ne court pas le même risque. Est-ce que ça veut dire que vous avez emprunté effectivement la pirogue et de qui s'agit-il en fait? Oui, j'arrive. Et je lui dis, tu vois, ça veut dire qu'on ne court pas le même risque. Parce que ça, excusez-moi, tout orgueil mis à part, mais il faut le dire. Moi, je n'étais pas ministre de la Défense du président Laurent Gbagbo. Je n'étais pas ministre de la Sécurité du président Laurent Gbagbo. Ni ministre de l'Intérieur du président Laurent Gbagbo. Ni en 2011, ni avant. À part le ministre Bogadoudou, qui n'est plus paix à son âme, à part le ministre Désiré Tagoro, qui n'est plus paix à son âme, tous ceux qui successivement ont occupé les postes des ministres de l'Intérieur du président Laurent Gbagbo, ils sont à Abidjan. Et ils ne sont pas inquiétés par Ouattara. Pourquoi selon vous? Tous ceux qui ont occupé les postes des ministres de la Défense du président Laurent Gbagbo sont eux tous, mais au complet, à Abidjan. Et ils ne sont pas inquiétés par le pouvoir en place. Le pouvoir en place. Mais moi, qui étais ministre pendant 3 mois, quand je le dis souvent, les gens s'énervent, mais c'est ça qui est un fait. Et ministre de la Jeunesse, je n'ai même pas eu le temps de signer même un seul papier au nom de la République de Côte d'Ivoire. Non seulement je suis poursuivi par la CPI, mais le pouvoir d'Abidjan n'est même pas satisfait de mon acquittement. Il me trouve ici, me condamne à cette lourde condamnation, cette lourde peine. Cela veut dire qu'on n'a pas la même responsabilité. Non seulement on n'a pas la même responsabilité, mais on n'a pas la même personnalité. On est d'accord? Donc en 2011, on ne courait pas le même risque. Je suis le seul homme politique en Côte d'Ivoire qui a assisté à ces funérailles. J'en viens à votre question. Il faut aujourd'hui que je vous donne tous les détails. Je regardais iTélé, je regardais TV5, je regardais France 24, et on parlait de mes funérailles. Depuis ma cachette, je regardais tout ça. Bleu Goudé est décédé. On l'a attrapé au Golf Hotel, il est mort. N'est-ce pas? J'ai eu même droit à une lettre à titre posthume de M. Venance Konan. Jusqu'à ce que le 31 mai 2011, je fasse une déclaration pour dire « Je ne suis pas mort ». Et là, tout a commencé. Mais pourquoi il n'était pas dans le bunker? C'est comme si les gens s'offusent du fait que je ne suis pas mort. J'ai l'impression qu'on me reproche de n'être pas mort. Non, il a trahi. Pourquoi il n'est pas mort? C'est quoi ça? Monsieur Oro, ni Monsieur Soro, ni M. Ouattao, paix à son âme, n'avaient aucune possibilité de connaître ma position géographique. Vous savez pourquoi? J'ai l'impression que quand on arrive à un stade, les gens mettent leur cerveau au congélateur. Voilà donc M. Soro qui prend les armes en 2002 contre le pouvoir du président Gbagbo Laurent. Je n'étais pas en Côte d'Ivoire. J'étais à Manchester. Je viens, je prends position contre M. Soro et ses hommes, n'est-ce pas, en choisissant la voie de la rue, les mains nues. Mais, en ce moment, personne ne s'est-il interrogé sur l'amitié qui me lie à Guillaume Soro. On était amis. Et je me suis opposé à la rébellion qui dirigeait. Et pourtant, on était amis. Ce qui veut dire que j'ai établi la limite entre l'amitié et mes convictions. Je ne confonds pas cela. Excusez-moi, je bois un peu.
Et donc, pendant des années, son objectif principal, comme lui-même il a dit, c'était de renverser le pouvoir du président Laurent Gbagbo. Lequel pouvoir, moi, je défendais. On est d'accord? Et puis en 2011, les villes commencent à tomber aux mains de la rébellion, ville après ville, et il ne reste que la ville d'Abidjan. Au nom de quel amour? Dites-moi, au nom de quel amour Guillaume Soro va-t-il laisser de côté son objectif principal qui est de renverser le régime du pouvoir du président Gbagbo, que moi je défends, pour chercher à me sauver? Réfléchissons un peu. Et puis, à quel moment? À un moment où ses propres forces sont opposées au FDS, aux différentes entrées d'Abidjan, où lui-même n'est même pas encore situé sur son propre sort. Parce que quand je sortais de la Côte d'Ivoire, Guillaume Soro n'avait pas encore le contrôle de la ville d'Abidjan. Je veux que cela soit très clair. Jamais, ni Feu Ouattao, ni Guillaume Soro n'ont participé à ma sortie d'Abidjan. Et je ne suis pas aussi idiot pour mettre ma vie dans la main de quelqu'un que j'ai combattu depuis 2002 jusqu'à 2011 et qui cherche à prendre le pouvoir des mains de moi, mon mentor. Et je lui confie ma vie. Vous avez confié votre vie à qui? Et la suite devait vous situer. Après, il était ministre de la Défense, Premier ministre, après président de l'Assemblée nationale. Cela n'a pas empêché qu'on me remette à la CPI, qu'on me mette même en prison à la DST pendant qu'il était encore tout puissant. N'est-ce pas? Donc, pour me résumer, j'ai passé toute ma vie dans la clandestinité. Pour ceux qui ne le savent pas. Moi, je ne suis pas né en 2002. Je n'ai pas connu les foules en 2002. Charles Blé Goudé, secrétaire national de l'organisation de la FESI, quand je partais dans les villes de la Côte d'Ivoire, de l'entrée des villes jusqu'au centre-ville, c'était des foules d'élèves et d'étudiants qui m'accueillaient. En ma qualité de secrétaire à l'organisation, mais aussi en ma qualité de secrétaire général. Et je n'ai jamais trahi les élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi ils sont attachés à ma personne jusqu'à aujourd'hui. Pour certains en tout cas, puisque je ne suis pas Dieu pour avoir tout le monde avec moi. J'ai passé toute ma vie à être traqué. En tant qu'élève, en tant qu'étudiant. J'ai passé mon baccalauréat dans la clandestinité. Ce sont mes professeurs qui ont plaidé auprès du proviseur pour qu'on me remette ma convocation, pour que je parte composer au lycée Sainte-Marie d'Abidjan. Je vous dis tout cela pour qu'on sache à qui on a affaire. Étudiant, c'était de cachette à cachette que je partais. Et tout le monde en est témoin. De cette vie de clandestinité, j'ai tiré une expérience qui m'a aidé à sortir de la vie de l'Abidjan. Ne jamais être là où l'ennemi te croit. Première leçon que j'ai apprise. Deuxièmement, mon grand-père m'a dit que c'est la manière de voler de l'épervier qui apprend au poussin à se cacher. C'est pourquoi je n'étais pas là où on me cherchait. C'est mon expérience de clandestin de toute ma vie, d'homme traqué toute sa vie, qui m'a aidé à sortir d'Abidjan. Non, Guillaume Soro ne m'a pas aidé à sortir d'Abidjan. Il n'avait aucun moyen de le faire. Non, Feu Ouattao ne m'a pas aidé à sortir d'Abidjan. Il n'avait aucun moyen de le faire lui-même. Quand je sortais d'Abidjan, les hommes de Guillaume Soro n'avaient pas encore fait leur entrée à Abidjan. Je ne suis pas sorti d'Abidjan le 11 avril. Je ne suis pas sorti d'Abidjan le 10 avril. J'ai un livre qui est presque achevé, qui paraîtra au mois de mars. Vous serez situé sur tout ça. Pour le moment, sachez, M. Oron, que ceux qui m'ont aidé à sortir sont encore en vie et en difficulté. Et au moment opportun, je révélerai leur nom à toute la Côte d'Ivoire et mes partisans auront l'occasion de les connaître et leur dire merci. Dieu merci, ils sont encore en vie. Mais ils ne sont pas du côté de Guillaume Soro. Ils sont en difficulté à Abidjan. Ils sont en difficulté dans le monde entier. Viendra le temps où mon parti, le COJEP, à partir d'une convention, décidera de la position à adopter face aux élections
en 2020. En ce qui me concerne, ce qui compte pour l'instant, c'est de participer d'une manière ou d'une autre à aider à mettre en place les conditions d'une élection apaisée en Côte d'Ivoire. Parce que le climat sociopolitique fait peur en ce moment. Ce n'est pas rassurant du tout. Et je souhaite qu'on ne puisse pas rééditer 2010. C'est à cela que je suis candidat. Maintenant, comment y participer? Nous vivons aujourd'hui un monde digital, je suis face à vous, et je parle souvent à la presse, et le moment même que notre pays vit exige que chaque leader puisse davantage faire véhiculer des messages à l'endroit de ses partisans pour désarmer les cœurs, pour qu'on puisse partir à une élection apaisée dans les mois qui arrivent. Et moi, je continue de jouer mon rôle. Et je l'ai dit, malgré ma condamnation à la peine lourde dont on vient à peine de parler, ce n'est pas ma personne qui compte. Ma vie n'est pas au-dessus de la vie des Ivoiriens. Mes ambitions ne sont pas au-dessus de la vie des Ivoiriens. Et je pense que je participerai toujours à apaiser le climat social. Vous le voyez à travers l'attitude du COJEP qui répond de moi, en tout cas. C'est cela aussi, entre ce que je dis et ce que font mes partisans, vous verrez ma cohérence ou mon incohérence. Je vous laisse le temps donc, à travers les attitudes ou l'attitude de mes partisans, de me juger et de juger mes propos et de leur sincérité. Donc en clair, à travers les médias, à travers les rencontres aussi que j'ai avec les différentes structures du COJEP, qui reçoivent mes instructions, vous avez l'opportunité de voir comment, de quelle manière je compte peser dans la vie politique en Côte d'Ivoire. Merci. Est-ce à dire par rapport à 2020, puisqu'on parle d'élection, si telle était la décision du COJEP, on pourrait par exemple avoir un candidat du COJEP face à un candidat du FPI, de Laurent Gbagbo, si telle était la décision de la convention. Alors, parlons, à la suite de cette question, parlons de vos relations avec le président Laurent Gbagbo et parlons aussi des réseaux sociaux. Ces temps-ci, il y a beaucoup de polémiques concernant le président Laurent Gbagbo et un certain nombre des conditions de vie du président Laurent Gbagbo et un certain nombre de personnes proches de vous qui s'immiscent de façon bruyante dans la vie privée du président Laurent Gbagbo. Quel est votre avis sur cette question aussi sensible? Président, si vous permettez, on va être un peu direct avec le ministre. Très proche de vous, Annie Tchélé a ouvertement dit que Nadi Bamba a dit que vous irez... Je résume en fait, parce que je n'ai pas les mots exacts dans ma tête, que vous lui avez déclaré la guerre en souhaitant bonne fête des mères à la première dame Simone Veil Gbagbo. Vrai ou faux? On compile la question ou bien? Non, on continue. C'est une pluie. C'est une pluie. Si c'est sur le sujet relation avec le président Laurent Gbagbo, on y va. Une question, s'il vous plaît. Quelle est selon vous la meilleure manière ou la stratégie que l'opposition ivoirienne doit mettre en place? Bon, ça revient dans la relation avec Laurent Gbagbo, sa relation avec Laurent Gbagbo, avec le président Laurent Gbagbo. On reviendra sur l'opposition. Voilà. D'accord. Okay. Merci. C'est bon, ça va? Je peux souffler un peu. Gbagbo, en fait, j'avais prévu, c'est pas lié à chose. Si. Non. Donc, je voulais savoir, comme beaucoup de choses se disent relativement à vos rapports avec Laurent Gbagbo depuis votre acquittement, pourquoi est-ce que vous ne lui avez pas rendu visite, surtout que vous étiez déjà habitué à vous fréquenter quotidiennement, pourquoi est-ce que vous ne lui avez pas rendu visite jusque-là? C'est vrai que vous êtes dans des conditions un peu difficiles, mais si on a bien compris quand même les termes des conditions, il ne vous est pas interdit totalement de voyager, seulement c'est avec permission, à moins que vous... N'avez-vous pas été tenté de rendre visite à Laurent Gbagbo pour pouvoir taire tout ça, par exemple? Ou du moins, c'est passé un coup de fil. Pour continuer aussi, Tidiane Oula, Event News TV, dans la même veine, est-ce que depuis le 15 janvier 2019, vous êtes parlé avec Laurent Gbagbo?
Bien, merci. C'est la même question. Depuis le 1er février plutôt, Le 1er février. puisque nous avons été acquittés le 15 janvier Gardé en prison. et nous avons été gardés en prison jusqu'au 1er février. Voyez-vous, d'abord, je vais couper court d'abord, depuis le 1er février 2019 que j'ai été libéré avec le président Laurent Gbagbo sous condition, non, je ne l'ai pas encore eu au téléphone. De votre fait ou alors c'est la CPI qui demande ça? Nous savons, nous deux, pourquoi. Et cela devrait suffire. Le président Laurent Gbagbo et moi, nous savons pourquoi, depuis le 1er février, jusqu'au moment où je vous parle, nous ne nous sommes pas appelés. Et cela ne nous dérange aucunement. Et ceux qui en parlent ne savent même pas pourquoi. Mais vous savez que nous sommes habitués maintenant Donc, à la sortie, aux commentaires des uns et des autres. J'ai longuement parlé avec le président Gbagbo le 1er février. Donc vous avez dit non. Après la décision de nous mettre en liberté, nous nous sommes parlé. Nous sommes beaucoup parlé dans ce que nous avons appelé, nous deux, le ministre sommet de la haie. Nous savions que nous allions être séparés. Le président Gbagbo est mon père. Tout ce que je demande aux uns aux autres, c'est de respecter notre douleur. Parce que beaucoup de se servent de la situation du président Laurent Gbagbo ou de Charles Blé Goudé pour exister. Et jouent avec sur les réseaux sociaux. On n'est pas dans un jeu, les gars. Vous pouvez ne pas nous respecter, président Gbagbo et moi. C'est votre choix. Mais au moins, je vous demande pardon. Respectez notre douleur. Le président Gbagbo n'est pas en vacances en Belgique. Je ne crois même pas que Bruxelles ferait partie des pays, des villes où il devrait aller en vacances, même s'il n'a eu l'occasion, s'il est en liberté. Moi non plus, je ne suis pas en vacances à La Haye. Est-ce que je dois vous couler des larmes pour que vous compreniez que nous souffrons dans notre fort intérieur quand vous venez nous voir? Est-ce que vous savez la situation que nous vivons, le président Gbagbo et moi? Gbagbo n'appelle pas Blé Goudé, Blé Goudé n'appelle pas Gbagbo. C'est quoi tout ça? Blé Goudé a trahi Gbagbo. C'est quoi tout ça? On n'est pas dans un jeu. Nous sommes au maître d'un système international qui utilise tous les moyens pour nous maintenir loin de nos enfants, loin de nos familles, loin de nos villages, loin de là où les Ivoiriens nous attendent, c'est-à-dire sur le terrain politique, pour impacter, pour que leur vie change. Nous portons ce lourd fardeau. Le président Gbagbo en premier, en tant que notre leader, et moi en second. Parce que c'est nous qui sommes ici. Depuis quand un problème de coup de fil entre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé est devenu un sujet national et international? Moi, je vous demande pardon. Respectez notre douleur. Je dois venir m'asseoir devant une presse pour commenter le fait que depuis le 1er février 2019, le président Gbagbo et moi, on ne s'est pas eu au téléphone. C'est votre affaire. Vous savez où Gbagbo et moi on se connaît. Ça a de l'incidence sur la... Vous savez ce qui nous lie. Vous savez où on se connaît. Vous savez ce qu'on s'est dit depuis que je suis à La Haye avec lui depuis plus de 5 ans. Vous savez sur quoi on marche. Vous savez ce qu'on risque. Vous pouvez accepter de vivre le cas de ce qu'on vit. Pardonnez, respectez nos douleurs. Pourquoi vous voulez forcément m'opposer à Gbagbo Laurent? Qu'est-ce que vous y gagnez?
Bon, si Gbagbo ne veut plus me parler, c'est votre affaire. Hein? Bon, si mon papa Gbagbo est fâché contre moi là, c'est votre problème. Vous savez dans quoi on est? À tout le moins, respectez nos douleurs. Le Bouddha a trahi Gbagbo, c'est pourquoi il ne veut pas lui parler. Je vous ramène à tous mes discours, datés, archivés sur YouTube, depuis que je suis à la haie. Je n'étais pas derrière un clavier, hein. J'étais face au juge de la CPI qui devait décider de mon sort. Je ne commenterai pas mes propres propos. Je vous ramène à cela. S'il vous plaît, arrêtez. Moi, je vous demande pardon. Arrêtez. Je suis un être humain. J'ai mes limites. Je n'ai peut-être pas été à la hauteur de certains de vos espoirs. Mais cela ne fait pas de moi un traître. Cela révèle de ce que je suis un être humain. Dont les actes et les actions peuvent avoir des limites. Mais cela ne fait pas de moi un traître. Je ne suis pas Rambo. Je suis un être humain, comme vous. Mettez-vous une seule seconde à la place de mon père, à la place de ma mère, à la place de mes enfants, à la place de mes frères et sœurs, à la place de ma famille, à la place de mon village. Une seule seconde, mettez-vous à la place. Et puis après, mettez-vous une seule seconde à ma place. Un matin que des policiers débarquent chez vous, au quartier, prennent votre frère et puis l'amènent au commissariat. Pas à la CPI, hein. Je dis bien au commissariat du petit quartier. Et vous allez voir comment votre famille va tout de suite commencer à se lamenter. À plus forte raison que moi, on m'arrache à ma famille qu'on me dépose ici. Et je suis là avec dignité, toujours la tête haute.